Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver en cette soirée dominicale pour votre rendez-vous. C'est le retour de la reine avec les traditionnels invités, avec des protagonistes, des rubriques habituelles et surtout les discussions autour des sujets qui vous intéressent. Notre invité ce soir qui a accepté de se livrer à notre jeu, c'est un homme pluridimensionnel. Question de savoir par quel côté, par quel bout faut-il commencer pour le présenter. Et nous disons journaliste, intellectuel, chercheur, écrivain, médiateur, acteur de la scène médiatique majeure. Il fait partie des premiers à occuper l'espace médiatique panafricain. Tenez-vous bien, c'était au milieu des années 60. Il est encore d'active et ce soir, il vient dans l'arène pour répondre à nos questions. La reine, c'est également ces protagonistes-là qui voudront poser les questions à volonté et la règle est connue. Toutes les questions sont permises et également toutes les réponses. Ce soir, nous rentrerons dans le vif du sujet, non sans compter les rubriques traditionnelles, tous contre un, la première, ensuite les préférences avec Maïramou Lukman qui va nous balader, côté jardin de notre invité, et nous aurons également, bien entendu, le duel. Et pour définitivement clore ce plateau, la synthèse de Robert Charles Hitok, bien installé pour nous servir le résumé de ce que nous nous dirons pendant 90 minutes. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Les équipes rédactionnelles et techniques sont mobilisées pour nous permettre d'atteindre 22 heures. Merci de rester sur Canal 2. Dans quelques instants, nous entrons dans le vif du sujet. A tout de suite. Eh bien, la reine, ce soir, c'est un invité avec qui nous allons évoquer les questions d'actualité. Nous parlerons de l'homme avec, je vous l'ai dit, sa casquette pluridimensionnelle et aussi un regard global sur les perspectives sociopolitiques au Cameroun et dans l'Afrique qu'il connaît, tenez-vous bien, très bien. Mais avant de l'introduire, nous accueillons notre premier protagoniste, Henri Diabaté. Mandin, bonsoir. Merci d'être venu à ce plateau ce soir. Merci Jarvis de m'avoir invité. C'est un plaisir immense pour moi au moment où l'antenne revient, l'arène revient au devant de la scène. C'est une joie immense de m'avoir choisi comme invité. Et surtout que c'est un grand moment, hein, parce que j'ai en face de moi un doyen, un patriarche, personne incontournable du paysage médiatique africain. Anani Rabier Bindi, on ne pesante plus. Et surtout, avec lui, le devoir de mémoire qu'on demande à l'Afrique. Je crois que ce soir, on va parler à travers de son histoire, mais c'est l'histoire décidément de toute l'Afrique, l'histoire politique, le journalisme. Je vous vois très bien venir, Henri Diabaté. J'aurais pu préciser tout à l'heure que journaliste à Afrique Média, chroniqueur panafricain, c'est un détail qu'il faut ajouter, une cause qui rejoint à tout hasard celle de notre invité ce soir. Ah ben certainement. Aujourd'hui, je suis chroniqueur panafricain. J'aime l'Afrique, je suis né dans l'Afrique. Et le patriarche Bindi, c'est quelqu'un dont la carrière, curieusement, ne s'est pas singularisée dans un pays. Elle a connu il a noyé son esprit dans toutes les rivières, comme quelqu'un dirait, dans toutes les rivières africaines. Donc, avec lui, évidemment, c'est une odyssée incroyable, une odyssée historique qu'on va revivre ici ce soir. Allez, vous faites bien de dire qu'il s'agit véritablement d'une odyssée. Henri Diabaté Mandin, qui est donc journaliste en service à Afrique Média, ici à Douala, et j'ajoute très important parce qu'il insiste, c'est un chroniqueur panafricain. Tout à côté de lui, Jacques-Marcel Itiga. Itiga, bonsoir Marcel. Bonsoir Jarvis. Au pas de course, vous nous rejoignez, on était un tout petit peu inquiets. L'essentiel, c'est que je sois là. Je m'excuse déjà du léger retard qui n'est pas dû à ma... Rassurez-vous, hein, les téléspectateurs ne s'en sont pas rendus compte. Merci. Alors, journaliste, chroniqueur indépendant, mais régulièrement aperçu sur le front sportif. D'aucuns qui vous regardent se poseraient la question, que fait-il là ce soir? Ah, ben, je suis d'abord journaliste et on est journaliste et après on choisit un créneau. Le mien pour l'instant c'est le sport, mais autrefois nous étions dans la même rédaction à Magic FM où je faisais par le sport. Tout à fait. Donc, Et vous m'avez dit que
je ne vais pas dire le curriculum vitae, mais la palette de casquettes de l'invité ce soir vous excite un tout petit peu. Tout à fait. Et donc, merci d'être venu pour nous accompagner dans ce grand débat en compagnie de notre invité que je voudrais introduire, Anani Rabié Bindi. Bonsoir. Bonsoir Javis Nana, merci de me faire l'honneur de m'inviter ce soir à l'arène et j'espère pouvoir être à la hauteur du débat pour satisfaire nos nombreux téléspectateurs. Vous savez, l'arène, comme son nom l'indique, veut dire c'est pour les Romains, c'était un endroit où il fallait tout dire, tout faire. Mais il faut tout dire, mais avec respect d'abord et surtout avec honnêteté. Car ce que les gens oublient très souvent, nous, dans notre métier, nous les journalistes, nous oublions que notre métier, c'est 3 créneaux. Éduquer, informer, divertir. C'est-à-dire, c'est là où nous devons évoluer. Malheureusement, beaucoup oublient ça. Car quand les gens se trouvent à la recherche de la notoriété devant un plateau de télévision, ils disent n'importe quoi. Ils doivent savoir que l'histoire ne leur pardonnera jamais pour certains qui se comportent comme si il fallait tout dire. C'est ce que j'ai souvent dit aux gens, que dans ce pays, nous nous sommes battus contre le monopartisme. Nous ne nous sommes donc pas battus contre un monopartisme de droite pour accepter un monopartisme de gauche. Avec tout ce que cela entraîne. Avec tout ce que cela entraîne. C'est-à-dire que si quelqu'un est du RDPC, nous devons l'accepter. Parce qu'on n'a pas dit fermons le RDPC pour ouvrir le SIF. On a dit ouvrons la porte à tous les autres partis. Et c'est comme ça qu'il faut se comporter. Malheureusement, il y a beaucoup de dérapages. Il y a encore beaucoup de tard. D'ailleurs, ça fait partie des sujets importants que nous allons développer, mais je sais qu'ils sont très très nombreux, les téléspectateurs qui s'empressent de savoir, est-ce que c'est simplement cette petite tête d'Anani Rabié Bindi qui retient et surtout rend cette histoire de l'Afrique du monde telle que cela se voit en 2 secondes? Vous savez, on dit en français, quand on dit quelque chose, c'est-à-dire ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc ça veut dire que ma petite tête est tellement petite. Mais il y en a qui ont fait de brillantes études. Moi, je n'en ai pas fait. Comme je disais à quelqu'un, je suis un des rares Camerounais à n'avoir pas posé ses fesses sur les bancs d'école. Mais tout ce que je vous raconte, c'est la pratique. C'est au marché central de Nebel que j'ai appris tout ça. Allez, c'est exactement ce qu'on aura au menu, les anecdotes. Anani Rabié Bindi, 72 ans, aujourd'hui, qui est né ici à Douala, au marché de Nebel. Pour n'avoir pas fait l'école, on se dit bien, chers protagonistes, Jacques-Marcel Itiga et Henri Diabaté Mandin, que nous aurons du grain à moudre. La première étape, c'est bien entendu tous contre un. Les questions sont ouvertes sur l'actualité. A tout de suite. La situation dans la partie septentrionale de notre pays ne peut pas être un sujet qui n'est pas dans votre registre, dans votre agenda. Anani Rabié Bindi, vous connaissez Boko Haram? Si vous connaissez un Camerounais dont la question du Cameroun, du septentrion ne préoccupe pas, retirez-lui la nationalité camerounaise. Dites-lui de la laisser. Il y a ceci qui se passe. Boko Haram, je suis préoccupé comme vous tous ici, je suis sûr. J'ai toujours dit que le chef de l'État parle aux Camerounais un langage qui n'est pas à leur hauteur. C'est-à-dire qu'ils planent au-dessus, qu'ils descendent
qu'il nous parle le langage que nous puissions comprendre. Les discours du président sont hermétiques, vous dites. Les discours du président sont trop grands pour nous. Il faut qu'il change de langage. Quand le président Biya arrive à Paris et qu'il dit « Nous allons déclarer la guerre à Boko Haram », non, on est déjà en guerre. Et c'est pour ça, comme on n'a pas expliqué aux Camerounais qu'on était déjà en guerre. Parce que quand les gens commencent à vous enlever des citoyens, à tuer ceci, vous ne voulez pas dire non. Les Camerounais, je vais vous dire quelque chose. C'est l'autre jour, quand j'ai assisté aux obsèques du neveu de notre collègue Consti Eka, que beaucoup de personnes ont commencé à croire que vraiment Boko Haram existe. Et mon épouse qui était à côté a dit c'est la première fois que je crois à Boko Haram, à l'existence de Boko Haram. Donc Boko Haram est une affaire très grave. Il faut qu'on explique aux Camerounais que le chef de l'État, qui sait de quoi il s'agit, nous parle un langage plus sérieux, plus bas. Quand je dis sérieux, il parle sérieusement, mais il est trop haut pour nous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait c'est un problème de mauvaise gestion de la communication? C'est-à-dire, peut-être qu'on n'a pas d'expérience de la guerre, ce qui fait que les différents services se marchent sur les pieds. Il y a des chevauchements sur le terrain. Il y a en permanence au Cameroun un service de mauvaise gestion de la communication. Je le dis, quitte à choquer certains. Il faut qu'au Cameroun, qu'on sache que s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de ministre. Sur qui vont, qu'est-ce qu'ils vont gérer si nous, les citoyens, nous ne sommes pas là. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'ils en tiennent compte. Et puis, moi, en lisant quelques livres, parce que je n'étais pas à l'école, j'ai lu ceci quelque part, que pour un régime démocratique fonctionne normalement, il y a expliquer encore, expliquer toujours. 2, dire ce que l'on fait. 3, faire ce que l'on dit vouloir faire. Et 4, expliquer le cas échéant ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Parlant justement de cette communication du président de la République en rapport Or, avec... malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Parlons justement de la communication du chef d'État par rapport à Boko Haram. Lors de l'une de ses sorties, le chef de l'État dit clairement que le Cameroun a vaincu les maquisards. J'ai en face de moi un UPCiste. Le Cameroun a vaincu les maquisards, le maquis, pour le paraphraser. Le Cameroun a vaincu les villes mortes, ce n'est pas Boko Haram. Vous, l'ancien UPCiste, ou alors le jeune proche de l'UPC, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre le président de la République assimiler Boko Haram aux nationalistes? J'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Je ne veux pas me permettre d'être discourtois. Ce n'est pas du tout assimilable. Ce n'est pas la même chose. Vaincre l'UPC, convoyer, c'est des gens. Mais Boko Haram est une nébuleuse. Parce que ce qu'on ne nous a pas dit jusqu'à présent, est-ce que les Camerounais ne comprennent pas? Ce que Boko Haram n'a pas eu pour début, le Cameroun. Boko Haram, il faut qu'on explique que ça a commencé par la rébellion des Ibo au Nigeria, qui ont commencé à dire que le pétrole, le fruit du pétrole, n'est pas équitablement partagé, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral ait exécuté un intellectuel, l'écrivain Kansoro Au Nigeria. Donc, il faut qu'on comprenne que Boko Haram, au départ, qui était donc une affaire, quelques individus qui étaient dedans ont profité pour avoir un moyen de faire adhérer les populations. Ils ont transformé ça en un problème chrétien ou religieux. Or, ce n'est pas ça. D'abord, c'est un problème. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement, je vais dire, malmenés sur le front de la guerre contre ce qui sommes n'est pas notre problème malmenés. au départ. C'était pas notre problème au départ, mais c'est le nôtre aujourd'hui. Parce que Boko Haram a voulu faire du Cameroun une base arrière, de façon à ce que s'ils ont malmené au Nigeria par la puissante armée nigériane, parce que aussi, il y a quelque chose, quand vous entendez certains Français dire l'armée nigérienne corrompue, ceci ou cela, l'armée nigériane, pendant la guerre
du Biafra, c'était déjà 2 millions de gens, avec au moins 300 avions en réaction. Alors dire qu'ils ne sont pas, Ils sont pas efficaces. Est-ce que ce sont les avions en réaction, les chasseurs bombardiers à Kaduna? Moi, j'en ai vu 1500. Voilà, vous en avez vu 1500. Oui, mais le problème, c'est que vous luttez contre une nébuleuse. Une armée sans visage, vous allez faire comment? À quoi serviront vous êtes d'accord avec moi? Vous pensez que la bataille c'est ça? Ça, c'est pas un problème de stratégie. Tout à fait. Il y a un problème de stratégie, mais un problème d'adhésion de la population. Je suis le seul journaliste africain, je ne sais pas de la prétention, à se rendre dans le Septentrion. Et j'étais accompagné de l'équipe de TF1. Nous avons fait le chemin ensemble. Il y en a de la télévision nationale qui vous diront qu'ils étaient également de ce côté-là, Anani Rabié Bindi. Moi, je veux bien, mais moi, je n'ai pas vu. J'ai pas vu les émissions. Quand on a enlevé le père Vandenbusch, je suis le seul à aller là-bas avec l'équipe de TF1. Que pensez-vous aidé par le BIR. Que pensez-vous de la déclaration de la Léké, justement par rapport à Boko Haram? Vous savez, je suis souvent gêné. Il faut dire ceci. Une déclaration de vos frères. Absolument. Oui, je suis gêné. Il faut dire ceci. Dans chaque Camerounais dort un peu de tribalisme. Pourquoi on ne combat pas le tribalisme? Parce que ceux qui se disent intellectuels alors qu'ils sont diplômés, parce qu'il y a une différence entre un diplômé et un intellectuel. Le mot intellectuel vient du mot intelligence, ça ne vient pas du mot diplôme. Donc ça veut dire qu'on peut être diplômé sans être intelligent. C'est un appel qui vous a gêné? Oui, et c'est là où j'ai en arrivé. Les gens croient que pour être vu par le président Biya, il faut dire n'importe quoi, il faut faire n'importe quoi. Non. Qu'est-ce qui vous gêne? L'appel, le contenu, la cible? Le contenu et la cible. Ou bien c'est parce que c'est Henri Eyebe ici. Tout à fait. Parce que principal, parce que pour beaucoup de gens, il est gênant. Sa personnalité est gênante. Moi, beaucoup non. de gens. Moi, je ne connais pas. Oui. J'ai vu. Vous ne connaissez pas le je ministre? Je connais le ministre Eyebe ici une seule fois. Oui. L'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu un forum sur la défense de la fortune publique. Et comme j'avais fait un moment avant une émission avec celui qu'on appelle le vérificateur national au Mali, qui est l'homologue de Henri Eyebe ici, c'est-à-dire le ministre délégué au contrôle supérieur. Donc, alors, quand les gens du cabinet du ministre Haïti avaient vu cette émission, quand ils ont donc fait leur forum, ils m'ont demandé de venir. Parce qu'ils avaient vu, et c'est la seule fois que je l'ai vu. Moi, je ne parle pas de personne. Sur l'appel. L'appel. Vous n'aurez pas signé? Je n'aurais pas signé. J'estime qu'aujourd'hui, faire du cinéma, l'heure est très grave. Y a-t-il une différence entre l'appel de la Léké et la sortie du président de l'Assemblée nationale quelques mois plus tôt avant cet appel? Qui avait dit que les principaux instigateurs ou bien les acteurs de Boko Haram sont parmi nous. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'a pas fait d'appel. Il a dénoncé, et ça se sait, parmi les députés à l'Assemblée nationale. Mais dans le fond, l'appel de la Léké ne restituait que la même chose. Il disait simplement que on sait qui est derrière. On sait qui est derrière et que les ressortissants du Grand Nord en savent davantage. Je veux pas. C'est là où je suis contre. Autant je suis contre un monsieur comme Guibaï, qui passe le temps à faire la liste des morts. Du Sahel. Les morts du 6 avril. Le mort du 6 avril 1984, alors qu'il ne fait aucun compte de morts qui sont morts entre Yaoundé et Obala, qui fuyaient pour aller à Obala, ça et tout, et sur qui les chars tiraient. Et il ne dit pas non plus que la seule chose qu'il nous dit, tous les 4 ici, c'est la République. Si vous prenez les armes contre la République, vous me trouverez devant vous. Voilà qu'on les bourreaux, on les accuse de victimes. Fallait-il que ceux qui se défendaient, qui avaient peur de mourir? J'ai ici un article que j'avais écrit le 21 avril 1984 dans Africasie, parce que j'ai trouvé M. Mbargangele, délégué général à la Sûreté nationale, presque sur son lit de mort à l'hôpital de garnison. Je suis allé l'interviewer à l'époque, le 21 avril 1984. Alors, on voulait quoi? Que les autres croisent les bras?
pendant que le seul corps qui était armé, c'est la garde républicaine. C'est le seul, tous les autres corps n'avaient pas d'armes. Alors il fallait que les gens croisent les bras, qu'on les tue tous. Non, ils se sont défendus. Le tort revient à celui qui a pris l'arme contre la République. Et c'est une belle Qui est phrase. notre symbole. Et c'est une belle phrase, Annie Rabier, pour évoquer une autre question d'actualité avec votre permission autour de ce qu'on a évoqué comme question sur la fortune du président. C'est aussi un autre sujet qui vous fâche, qui vous choque lorsqu'on veut parler de combien d'argent ou bien de biens possède le président. Vous savez, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a refusé le parti unique de droite, pas pour aller dans le parti unique de gauche. Et il faut qu'on reste sérieux. Le texte dans ce pays, j'ai interviewé l'année dernière le président Jean-Paul Delvoye, le président du Conseil économique, social et environnemental de France. J'étais à Paris pendant 1 mois pour l'interroger, pour réussir à faire. Vous avez vu ça dans 52 minutes de vérité. À ce moment précis, se posait un problème en France où on avait ressorti que les députés français ont chacun 870 000 euros pour 5 ans et que ce n'est pas justifiable. J'ai posé la question à M. Jean-Paul Delvoye. La constitution camerounaise, comme toutes les constitutions du monde, donne des fonds au chef de l'État. Il n'est écrit nulle part qu'il faut qu'il justifie. Mais M. Delvoye vous a donné le montant de l'argent des députés, mais au Cameroun, Non, je vous il n'y a ai... pas de Non, chiffre. je suis désolé. Ne faites pas que la reine devienne ce que j'ai toujours dénoncé à la reine. Non, non, Allez on- à l'Assemblée nationale. Chaque année, on vote le budget, ce qu'on appelle la liste civile du chef de l'État. On met de l'argent à sa disposition, mais il est absolument mentionné quelque part qu'il justifie l'emploi. Parce que si vous, M. Javis Nana, vous embêtez le président Biya, et que je lui dis, je connais où je vais tuer Javis Nana, où je vais l'embêter, il me donne, c'est dans ce compte qu'il puise l'argent qu'il me donne Pour m'embêter. pour vous embêter. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas dire, j'ai donné de l'argent à Binji pour aller tuer Diabaté. Ce sont des comptes noirs. Cette compte secret et la Constitution. Moi, il faut qu'on soit clair. Ou on est des sauvages, ou on est des gens sérieux. On ne va pas continuer à dire un public bananière. Et que fait-on de l'article 66 sur la L'article déclaration des 66, c'est autre chose là. Puisque l'État s'est engagé à déclarer les biens, je suis d'accord. Parce que je vais vous dire, quand je sortis, vous allez voir demain matin des journaux qui vont taper sur moi, qui vont dire ceci. Mais je dis haut et clair qu'aucun Camerounais ne peut montrer une chambre de Paul Biya à l'extérieur. Henri Diabaté, Mais dans un contexte d'austérité économique généralisée, le fait que lorsqu'on regarde la partie civile, la liste civile du chef de l'État lorsqu'il va à Genève, les coûts quand même faramineux induits par le voyage présidentiel, dans un contexte d'austérité généralisée, ça laisse quand même songeur. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais c'est le travail de ceux que nous élisons. Il existe dans ce pays, vous allez rire, une loi faite par le gouverneur Ramadier en 1958 qui dit ceci, que les membres du gouvernement et assimilés ont droit à 1 mois de vacances par an avec leur famille aux frais de l'État, mais pas à plus de 6000 km, c'est-à-dire pas plus loin que la France. Paris est la destination. Paris est la destination. Mais j'ai déjà vu tellement de chefs de partis d'opposition, ici même d'opposants, pour dire, mais pourquoi vous ne faites pas réviser cette loi? Personne ne veut. Parce que chacun se dit, si demain je suis ministre, il faut que j'en profite. Et Alors, c'est ça. Je suis d'accord que le président dépense. Mais c'est à nous, c'est au peuple, à ceux que nous votons, d'inscrire. Soit qu'il faut justifier les dépenses, soit qu'il faut diminuer. soit qu'il faut carrément changer. Alors, vous assimilez les séjours du chef de l'État à Genève aux vacances. Je n'assimile pas aux vacances. J'ai dit, je vous ai parlé d'une loi qui dit qu'il faut. Je n'assimile pas les vacances. Vous savez ce qui est embêtant aussi? C'est ça. C'est que, comme l'information, un jour le président Biya avait dit ceci au cours d'une interview télévisée, la rumeur vient d'en bas.
l'information vient d'en haut. J'avais écrit ce jour-là dans le Front indépendant le lendemain que c'est faux. Le président Paul Biya s'est trompé, que la rumeur vient d'en haut et que l'information vient d'en bas. Je me suis expliqué. J'ai dit, la nature a horreur du vide. Et le manque d'information, c'est ça qui crée la rumeur. Le président Biya était monsieur de 81 ans. Moi, j'en ai beaucoup moins. Mais il y a les maladies de ce qu'on appelle les vieilles personnes. Non, mais c'est le chef de l'État. Il a une responsabilité. C'est ce que j'ai dit, les maladies de vieilles personnes, c'est-à-dire le diabète, l'insuffisance rénale, la prostate. Ça se soigne là-bas? Laissez que je parle. L'Alzheimer? L'Alzheimer. Mais comme chez nous, tout est caché. Même quand le président va chez son médecin, il dit jamais qu'il va chez son médecin. On vous dit pour un séjour privé, un bref séjour privé. Justement, un bref séjour privé. Donc, avec tout le protocole d'État, avec près de 200 personnes à la charge de l'État, pour vous, c'est normal? Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas normal. Mais je dis que si déjà il expliquait qu'il va voir son médecin, au moins on commencerait à comprendre. Mais puisque tout est fermé dans ce pays, c'est ça le premier problème. Et c'est un couteau à double tranchant. Et est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas maintenant le moment idéal pour repenser un peu les villégiatures du chef de l'État? C'est-à-dire, il y a le palais présidentiel à Yaoundé. Ensuite, il y a différents palais, Nachigal. D'aucuns pensent que le président pourrait faire du tourisme interne. Et qui présentent les mêmes températures qu'à Genève. Hein. On peut construire un palais à Fumban, à Fumbot, c'est le même froid qu'il y a à Genève. Mais je suis d'accord. Kribi, la même mer qu'il y a là-bas se trouve à Kribi. Monsieur Diabaté, je suis d'accord. On peut le faire. Au lieu qu'il aille à Genève nécessairement pour travailler, on peut lui construire une villégiature, réhabiliter le palais de Nachigal pour qu'il aille là-bas. Nécessairement pour il travailler. Dépensera moins. Nécessairement pour travailler. Je dis tout ça, vous avez parfaitement raison, mais tout part du fait que le chef de l'État pense que sans citoyen, lui, c'est le président. S'il n'y a pas de citoyen, il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas de ministre, il n'y a rien. Et dans ce contexte... Et c'est pour ça que tout ce qui est mauvais ici part de l'information qu'on ne veut pas donner. Parce que quand le président va voir son médecin et qu'il ne le dit pas, nous savons, nous, que le président est allé à Genève en villégiature. Encore une carence en communication. Absolument, il n'y a que ça. Ce pays ne fait que de ça. Mais qui doit alors tenir la communication? Le palais, le ministre Chiroma, qui? Le Premier ministre? En tant que spécialiste presque de... Vous avez vu, il y a un journal qui paraît au palais. Et il est signé éditorial Martin Belinga-Eboutou, ministre, directeur du cabinet civil. Ça, c'est une adresse journalistique. C'est un journal spécialisé à Oui, mais ce n'est pas... Il y a un service de communication. Moi, je ne peux pas accepter qu'on signe Martin Belinga-Eboutou, ministre, directeur, cabinet civil, pour signer un éditorial. Il plante le décor de la communication autour du chef de l'État. Une petite question avant de prendre l'autre arrêt, la deuxième de cette soirée. Anani, le chiffre qu'on sait, parce qu'au Cameroun, ce sont des choses floues. 4300 morts sur nos routes. Est-ce que lorsque l'OMS rend public ce chiffre, vous vous dites que finalement, nos routes sont des mouroirs? Le chiffre grimpe. Je dis, quand je partirai d'ici, demain matin, on verra dans les journaux les livraisons de vos collègues. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Je suis un des rares fous dans ce pays qui soit opposé à l'autoroute, donc opposé au modernisme. C'est pour ça que je dis que je suis fou. Donc vous êtes contre les projets structurants? Non, pas les projets. Je dis l'autoroute. Dans ce pays, quand la route Yaoundé-Douala n'était pas bitumée et que les gens étaient obligés, la route nous obligeait à aller à une vitesse régulière, il y avait moins de morts. Et depuis que la route est bitumée, les morts grimpent. Et que je dis que quand il y aura l'autoroute, les gens vont planer. Les maisons à côté de l'autoroute, ça va être les pistes. Les pistes d'atterrissage des voitures. Nous avons une mentalité dans un pays. Pour que ça change, il faut d'abord changer le state of mind.
The State of Mind. Celle qui va nous faire planer dans votre côté jardin est bien installé. Je vous disais, c'est la deuxième rubrique. Mes préférences, Anani, journaliste intellectuel, homme de culture, mais aussi des petites choses que vous allez découvrir avec mes préférences. Elle est bien installée. À tout de suite. Mayramou Loukman, bonsoir. Bonsoir, Javis Nana. On s'imagine bien que vous avez trouvé à l'attention des téléspectateurs des biscuits dans l'autre vie de Anani Rabié Binzi. Ben, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Allez, ce sont les préférences. Bon dimanche, Anani Rabié Binzi. Bon dimanche, mais attention, elle, c'est mon amie. Merci. Alors, elle profitera. Je vois qu'elle a profité pour fouiner. On s'est retrouvés dans des voyages, dans ceci, et c'est ma petite protégée. Alors, n'allez pas trop loin. Merci, mais Anani vous êtes quand Rabié même Binzi, autorisé à le faire. Alors, à l'entame de cette rubrique Mes préférences, et ce soir vos préférences, commencez par nous dire comment préférez-vous vous définir. Comment vous définissez-vous? J'ai écrit un livre dans lequel le titre c'est Le peu que je sais, qui va paraître bientôt. En avant-propos, j'ai dit ceci lors de mes obsèques. Si vous voulez parler de moi, ce que je ne souhaite pas, dites seulement ceci. C'était un fou qui a passé son temps à rechercher la vérité et la justice, comme si cela pouvait exister dans ce monde pourri. Il s'en va donc, malheureusement, sans avoir vu ses rêves se combler. C'est ça qu'il faut dire le jour de ma mort. Mes préférences, c'est la recherche de la logique en permanence. Alors, quelques traits forts marquants, votre personnalité. Êtes-vous sociable? Êtes-vous belliqueux? Êtes-vous antipathique? Êtes-vous sympathique? Êtes-vous autoritaire? Je suis autoritaire, contestataire et surtout, je veux la justice. Je suis à la recherche, à la quête permanente de la justice. Dès que vous êtes comme ça, dans ce pays, vous devenez antipathique. Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise ce qui est vrai. Et moi, je dis toujours ce que je crois vrai. Je ne dis pas que je dis la vérité, mais j'essaie de dire toujours ce que je crois vrai. On retient donc que vous êtes un justicier et que vous aimez la vérité. Absolument. Alors, dans la rue, comment préférez-vous être appelé par des personnes plus jeunes, Papa Anani, Papi Anani ou tout simplement Monsieur Anani? Papa Anani. Ça veut dire que vous vous considérez dans la tranche des personnes âgées plutôt que dans la tranche des personnes jeunes? Absolument. Je suis dans le 3e âge. Ok, vous avez 72 ans, divorcé, le 6 septembre. en Mais couple, remarié. remarié. Oui. Vous êtes remarié il n'y a pas longtemps? Il n'y a pas longtemps. Ok. Vous savez, le mariage, chez nous en Afrique, il y a d'abord la dot, il y a l'officialisation. Et dans mon cas, j'ai dépassé le premier, le deuxième stage, je suis au deuxième, à la fin du deuxième. On voit d'ailleurs que vous avez l'air très épanoui par cette nouvelle relation. Absolument. Tout le monde me le dit et j'en suis fier. C'est à mon épouse qu'il faut dire ça. C'est son travail, c'est elle qui fait tout. Et j'avoue, je me regarde dans la glace tous les matins. Je rajeunis et personne ne veut me donner mon âge. Bien sûr, on vous voit d'ailleurs partout avec celle que vous appelez affectueusement Coucou. Qu'est-ce qui explique donc cette proximité et ce grand attachement? Vous savez, je ne voulais pas me remarier après mon divorce. Mais un jour, je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre sur pied quelque chose que personne ne comprend aujourd'hui, mais que je crois qu'ils apprécieront. La tribune de l'histoire que je transférerai en fondation. J'ai tellement de la documentation chez moi que je souhaite laisser ça aux Camerounais qui viendront s'abreuver. Et je dis, il faut trouver une personne. Quand j'ai rencontré cette dame, qui elle aussi était divorcée,
j'ai trouvé en elle une dame intelligente. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je ne sais pas, vous la connaissez, elle est charmante. Donc vous voyez, je ne pouvais que tomber. Très bien. Alors, quel genre de père êtes-vous resté pour votre fils? Êtes-vous toujours d'accord avec lui ou en conflit permanent? Ça m'embête de parler de mon fils, mais nous sommes à la reine. Et moi, j'aime dire les vérités, ce que je crois vrai. Mon fils, je n'ai pas de ses nouvelles depuis bientôt 14 ans. Bon, c'est un monsieur qui a 31 ans, c'est son choix, c'est son droit. Et je le dis aujourd'hui devant les téléspectateurs, d'abord pourquoi ça s'adresse à ma belle famille, qui de temps en temps fait des pics à ma femme. Oui, mais est-ce que son fils? Je ne dois rien à mon fils. Mon fils a choisi d'aller avec sa mère. Et aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai entendu au téléphone, c'est le 27 mai 2001. Quand je l'ai appelé, puis sa maman était partie de la maison, je l'ai appelé, je lui ai dit, j'ai ton numéro de téléphone, puisque je m'en vais en Afrique, venez donc prendre possession du pavillon que je vous laisse, ta maman et toi. Et c'est la dernière fois que je l'ai entendu au téléphone. Il m'a dit, tu pars déjà? Je dis, oui, tu vas partir, je vais en Afrique. Alors, ce monsieur qui a 31 ans, qui n'a jamais cherché à me revoir, qui connaît pourtant où je suis, qui connaît mes téléphones, j'estime que je n'ai plus rien à voir avec lui. Peut-être que sa maman lui aurait peut-être dit que je n'étais pas son vrai père. Alors, je laisse. Mais vous souhaitez quand même un rapprochement avec lui? Je ne peux pas souhaiter un rapprochement. Vous savez, je dis souvent à ceux qui me disent ça, que si je le vois devant ma maison, je vais prendre d'abord mon fusil, me mettre là et lui demander qu'est-ce que tu veux. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Vous parlez de votre fils, Anani Rabi. Mais bien sûr, je suis un monsieur ouvert et franc, et je dis ce que je vous dis, ce que je crois vrai. Un fils qui ne nous a pas cherché, il avait 18 ans, maintenant il en a 31, ce n'était pas un bébé. Maintenant, qu'il revienne chez moi, je vais d'abord prendre mon fusil, cacher derrière, dire, mais qu'est-ce qui se passe avant de lui parler? Vous connaissez l'histoire, la dame Dumba Douala Mangabel et son fils José. Vos parents ont dû vous en parler. C'est lui qui a tué, qui est venu pour tuer son père, et son père a réussi, lui, à l'abattre avec son fusil. Vous êtes un père assez rigoureux, donc. J'ai été très rigoureux avec moi-même d'abord, et je le suis avec les autres. C'est le problème que j'ai avec vous. Vous, les journalistes de Canal 2, vous trouvez que, parce que je veux être rigoureux, j'ai été élevé dans des conditions difficiles. J'ai eu des parents illettrés, pauvres. Quand j'étais dans ma famille, on avait dépassé le cap de la pauvreté pour se retrouver dans celui de la misère. On était déjà à celui de la misère. Et je n'aurais pas été rigoureux. Ma mère n'aurait pas été rigoureuse. Je ne saurais pas aujourd'hui écrire mon nom. Parce que les gens qui ont grandi avec moi dans le quartier, il y a des centaines qui sont morts dans les prisons parce qu'on était des pickpockets au marché. Il a fallu que mes parents soient rigoureux. Et j'ai vu ce que ça a produit, c'est pour ça que je suis rigoureux. Alors, ceux qui vous connaissent disent de vous que vous êtes un excellent polyglotte. Combien de langues locales maîtrisez-vous? En Afrique ou au Cameroun? Au Cameroun. Commençons par le Cameroun. Le Bassa, le Douala, le Bafia, un peu de Bamileke, un peu de Fulfulde. Mais je vous dis que parce que je suis contestataire, j'ai refusé de continuer à apprendre à parler Fulfulde. Vous savez pourquoi? Parce qu'au temps du président Idjo, tout le monde mettait les gandoura pour se faire bien voir. À tel point que j'ai mis la gandoura une seule fois dans ma vie. Vous savez où? C'est quand je suis allé en Chine en 1973 dans la délégation du Congo avec le président Marien Ngouabi. Et c'est là-bas que j'ai mis une gandoura pour faire la différence dans la délégation. Mais au Cameroun, jamais. Ça ne veut pas dire que vous êtes contre les tenues traditionnelles. Pas du tout. Vous les aimez d'ailleurs. Je les aime beaucoup, vous le savez. Que le problème que j'ai eu avec vous, c'est que je dis il faut rester neutre. Parce que si M. Malik Djoumessi arrive à la télévision avec un truc comme ça, vous arrivez avec ça, ça ne marche plus. Il faut qu'on soit neutre. C'est pour ça que vous voyez dans les écoles, on a institué les tenues pour qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants de riches qui allaient venir bien vêtus et les enfants de pauvres qui venaient nus.
Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Louis Gaston Maïla, un ancien ministre gabonais, qui m'a raconté une histoire que quand on est allé l'inscrire à l'école, il n'avait rien, il était nu, sa maman l'a amené à l'école, et le maître a demandé, tu l'amènes nu, elle a enlevé son foulard pour attacher sur Mais lui. vous êtes d'accord qu'il faut valoriser les cultures africaines? Absolument. Non? Très bien. Je vais vous Alors, raconter une histoire. Ce monsieur qui est Bamileke, les Bamileke font plus d'enfants que le reste, peut-être Et un peu le pourquoi? nord, parce qu'ils ont su mélanger la tradition et le modernisme. Toutes les femmes des riches Bamileke, tous les riches, vont accoucher au village. Et quand elles vont accoucher au village, on leur fait des trucs, ceci, cela. Et après, subitement, la grossesse vient quelque temps après. Ils font beaucoup d'enfants parce qu'ils ont su garder le modernisme et la tradition. Et c'est ça qui nous manque au Cameroun. C'est pour ça qu'ils sont en avance sur les autres. ok. Mais la région de l'extrême nord reste la plus peuplée. Absolument. Vous aussi, dans l'extrême nord, c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de traditions. Très bien. Alors, dites-nous une phrase en 3 langues locales de votre choix. Une phrase de votre choix. Inkile. Traduction. Comment vas-tu en Bassa? Une deuxième langue. Waimbe en Bafia. Traduction. Comment tu vas bien? Et une troisième. Emane en Douala. Traduction. Comment ça va? Alors, vous retenez très vite. Vous êtes même une mémoire vivante des dates historiques. Quel est votre secret? J'ai dit tout à l'heure, avant que vous ne veniez, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Vous savez, ceux qui écrivent tout le temps des livres, c'est une confidence que j'ai faite un jour à Javis. Je lui ai dit, ceux qui passent le temps à écrire des livres, c'est parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Ils prennent ce qu'on leur raconte par-ci, par-là, sans approfondir. Le secret est que les autres ont beaucoup appris. Plus que moi, c'est plein dans leur mémoire, dont ils ne retiennent plus rien. Moi, j'ai appris juste un peu. Le peu que j'ai appris, je le retiens plus facilement. Dans tout ce travail de mémoire, où préférez-vous aller vous distraire? Au cabaret, en discothèque, au restaurant ou alors tout simplement chez vous à vous occuper de vos poissons? Vous savez, les poissons, c'est un antistressant. Les poissons dans un aquarium. Il faut que je vous le dise, les médecins me l'ont dit. C'est un antistressant. C'est pour ça qu'il y a plus d'une quarantaine d'années que je ne peux pas vivre sans aquarium dans ma maison. Mais pour me distraire, je vais très souvent à la discothèque. Alors pour finir, Anani Rabier Binzi, vous avez fait pas mal de belles rencontres dans votre vie. Quelle est la plus belle rencontre que vous avez eu à faire à ce jour? Ah, si ma femme vous suivait, vous arracherez les cheveux. Vous ne voulez pas que je dise que c'est une autre, la plus belle rencontre, c'est elle. Et Michael Jackson alors? Vous l'avez rencontré Ah non, également? là c'est pas une rencontre. Je croyais que vous parliez des rencontres, c'est pour ça que je vous ai dit la plus belle, c'est ma femme actuelle. Et Michael Jackson, c'est un ami. Je ne l'ai pas rencontré. Nous étions en campagne électorale au Gabon en 1993. Nous voulions faire élire le président Bongo. Et on cherchait quelque chose pour frapper fort les esprits. Nous avons d'abord fait venir le père Léon Sullivan, le pasteur, aujourd'hui mort, qui a commencé à organiser les rencontres afro-africaines et américaines. En 1993, nous avons tout fait pour l'amener à Libreville. Il y a eu une rencontre de presque 3000 personnes qui venaient de partout en Afrique, des États-Unis. Et la deuxième, donc, nous avons pensé à Michael Jackson. Comme le président actuel, Ali Bongo, et moi, on connaissait Michael Jackson, et qui, un jour, on nous a dit en Californie qu'il voudrait venir refaire des images pour son film Retour à l'Éden. On lui a dit, pourquoi ne venez-vous pas en Afrique? Vous voulez faire vous-même, au lieu qu'on vous envoie des photos. On l'a donc amené à Libreville. Nous l'avons après, le Premier ministre Ouattara, à l'époque, nous a demandé aussi de l'amener en Côte d'Ivoire. On est allé en Tanzanie, au Kenya. Merci de vous être ouvert à nous, Anani Rabier Binzi, et bien de bonnes choses à vous pour la suite. Merci beaucoup. Javis Nana. Merci Maïramou, je vous souhaite très bonne fin de soirée de dimanche et on se dit très certainement à dimanche prochain Inch'Allah. pour les préférences. Je prolonge une question de Maïramou Loukman justement sur ces relations particulières, Anani. Ça nous permet d'entrer dans la seconde partie de notre discussion
vous aviez eu une relation particulière avec le président Omar Bongo. Pourquoi il vous aimait tant? J'ai d'abord eu une relation particulière avec le premier président en Afrique, c'était Marien Ngouabi, qui était mon parrain à l'école militaire. Et après, le président Omar Bongo, je l'ai connu quand j'étais à l'école militaire à Brazzaville. Il y a l'école militaire de Brazzaville, je ne vais pas revenir dessus, où il y avait les Gabonais, les Centrafricains et tout. Plusieurs nationalités. Et le président Bongo faisait son service militaire à la base aérienne 170 à Brazzaville. Il venait donc à l'école voir les petits jeunes Gabonais, ces jeunes concitoyens qui étaient avec nous à l'école. C'est comme ça que je l'ai connu. Et Il n'y avait que Anani avec qui nouait cette amitié? non, je vais continuer. Donc moi, c'est normal, je suis peut-être rigoureux, impulsif, mais je suis bon à vivre. C'est-à-dire que je sais entretenir des amis. Et quand le président Bongo devient président en 67 au Gabon, et moi je suis à Jeune Afrique, donc je vais le voir. Il se rappelle de moi, donc on renoue cette amitié-là. Et si vous m'aviez, je savais, je vous aurais montré une carte de presse de l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire, où j'étais à Jeune Afrique, j'avais mon bureau à Jeune Afrique. Et comme à l'époque, le pétrole ne coulait pas au Gabon, le président Bongo m'a demandé de servir d'attaché de presse bénévolement à l'ambassade du Gabon à Abidjan. J'ai une carte de presse, elle est du 15 janvier 68. Vous alliez voir, carte de presse diplomatique à Nani Rabié Binji, attaché de presse à l'ambassade. Mais c'est cette proximité quand même avec certains pouvoirs qui étaient contre-révolutionnaires, qui n'étaient pas taxés de progressistes en Afrique qui étaient. Vous étiez à Nobel, vous avez vendu les journaux de l'UPC. Absolument. Vous êtes, l'UPC c'est un parti de la gauche révolutionnaire qui contestait J'ai été arrêté plusieurs fois, voilà. mais je ne veux pas en faire un fonds de commerce Oui, comme mais certains qui, pour avoir passé quelques jours à Nobel. Mais comment expliquer au Gabon que vous étiez sympathisant UPC? Parce que je présume que vous n'avez jamais été encarté à l'UPC. Non, vous avez tort. J'ai été militant actif à l'UPC. Mais comment vous avez fait? Si je me retrouve aujourd'hui, comme avec vous, c'est parce que j'étais militant à l'UPC, à l'école militaire, quand on m'a mis à la porte, c'est parce qu'on a trouvé les documents. Mais quand même, l'école militaire, c'était le creuset pour perpétuer le système colonial français. Mais comment vous, l'UPC, vous vous retrouviez là-dedans? Nous parlons de 1956. Oui. J'ai fait 6e, 5e à Liberman. Et je vois une école militaire où on peut devenir officier, UPCiste ou pas. Les UPCistes étaient des officiers, il y en a eu plein. Mais votre mentor, M. Manga, c'était votre oncle, M. Manga? Non, Jean-Marie Manga. Oui, Jean-Marie Manga. Jean-Marie Manga, c'était mon voisin. Ah oui. C'est lui qui, le 16 novembre 1953, sort le premier journal de l'UPC, le premier journal de l'UPC, Cameroun, mon pays. Nous sommes assis là, un certain nombre de jeunes. Alors, il agrafe 4 pages, parce qu'il renaît au Tibet. Alors, il prend 4 feuilles déjà, il agrafe, ça fait un journal. Et les 5 premiers numéros, moi j'étais là, il dit, bon, prends, va vendre. C'est comme ça que je suis rentré à l'UPC, comme on rentre dans les ordres. Et puis, on peut se poser la question, Anani, étant justement à cette école de formation, je vais dire, coloniale, vous aviez des contacts UPCistes. Est-ce que vous ne voudriez pas finalement servir tout et être considéré là-bas comme une taupe dans les rangs des colons? Attention, il faut qu'on soit... Ça vous a valu un renvoi? Ça m'a valu un renvoi, mais il faut qu'on soit clair. Quand je rentre à Liberman, c'est pour aller à l'école, pour avoir une situation. Quand je vais à l'école militaire, c'est pour un jour devenir officier et avoir une situation. C'est deux choses différentes que j'ai dans ma tête un esprit UPCiste et que je continue à le dire. Aujourd'hui, je ne suis plus à l'UPC. Pas que je ne suis pas dans les UPC. Oui, mais d'accord, mais vous rencontrez les UPCistes à Accra, lorsque vous partez du Cameroun. Oui. Vous les rencontrez à Accra. Ils savent que vous êtes un ancien, une pupille de l'école militaire. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas de doute, ils ne doutaient, ils ne ressentaient... voilà mais non, ça c'est l'esprit d'aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, il suffit que vous disiez quelque chose qui semble correspondre à ce que Paul Biya dit, on vous taxe du RDPC. Est-ce que l'accueil à Accra était à la hauteur Je vous d'un dis, nous sommes en camarade? 56.
d'un camarade l'État militaire. camerounais n'existe pas. Je vais donc aller, il y a un concours pour entrer dans une école. La première chose, je suis content, je vais être officier dans l'avenir. La deuxième, surtout, je vais à Brazzaville. Je sors, je suis content, je vais aller à l'école. Mais c'est votre Vous êtes- relation avec les UPCistes à Accra. Oui. Comment ils vous ont accueilli, vous qui étiez le pupille de l'école militaire? Mais quand ils ont su qu'on m'a foutu Un à la étudiant porte, renvoyé à la de porte, Brazzaville. oui, on a su qu'on m'a foutu à la porte Ils de étaient l'école très militaire. soupçonneux quand même. Vous Ils êtes étaient donc très renvoyé de soupçonneux. l'école militaire. Vous, le jeune Anani qui rêvait de devenir officier. Oui. Mais il n'y avait pas que cette école. Vous vous retrouvez en France. Pourquoi n'avoir pas continué dans ce secteur-là? Non. Est-ce que vous rentrez dans une... C'est pas le lycée Leclerc, hein? C'est pas le collège Liberman. C'était des écoles militaires françaises. Il y en avait 6 en Afrique noire. À Fianarantso au Madagascar, à Saint-Louis au Sénégal, à Kati au Mali, à Benjerville en Côte d'Ivoire, à Ouagadougou au Burkina et à Brazzaville qui était la plus grande pour les 5 États d'Afrique. Alors, vous me dites, là, vous êtes en train de parler, c'est comme si un UPCiste, si elle existe encore de vrai, veut un poste à Canal 2, il va dire non. Mais cela ne vous empêche pas, par après, hein, Oui. de circuler librement quand même, d'entrer en France. Librement. Mais vous savez que quand les UPCistes ne vivaient pas en France, le Singapore, le Wundi, Massaga, tous ces gens vivaient dans ces pays. Est-ce que l'accueil, Quand justement, vous appelez circuler librement, n'oubliez pas que l'État camerounais n'existe pas. C'est-à-dire, nous sommes un territoire sous tutelle de la France, nous sommes des Français, et à l'école militaire, l'élite était des Français. Et que vous dit après votre renvoi de cette école militaire, votre parrain, le chef de subdivision qui vous permet d'accéder à cette école? Mais quand Qu'est-ce qu'il vous dit quand vous je êtes n'ai renvoyé? pas revu Bono, quand on me renvoie en 61, grosse déception, non? il n'était même plus au Cameroun. Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais, aux téléspectateurs qui nous regardent, dans quelles conditions, dans quelles circonstances vous vous retrouvez dans cette école avec un dossier pas tout à fait complet? Fils de pauvre de Newbel. Ah non, non. Quand vous dites un dossier pas tout à fait clair, Comment vous y on accédez? le savait. Voici ce qui se passe. On faisait un concours dans tous les territoires. On rentrait chaque promotion avec 39, 40, 39, 40. Le jour, l'année où je pars en 56, il y a 3 Camerounais. Il y a Seng et Kanga. Célestin qui a terminé douanier. Il y a Mvangmaman Célestin qui a terminé capitaine et qui est mort déjà aujourd'hui. Et il y a moi. On a fait un concours à ce qu'on appelait le jardin de l'oncle Hubert. La chance a toujours été de mon côté. J'étais pauvre, misérable, mais j'ai eu la chance la chance a toujours été. Voici ce qui se passe. Un jour, Melon et Stanislas, mon voisin de banc à Liberman, je le vois avec un journal qui s'appelle Soldats d'outre-mer. Il est en train de lire, il a dû avoir ça. Le journal des colons. Non, oui, le journal des colons. Et moi, comme j'étais externe, j'ai dit, je prends ce journal et je vais le lire, je te ramène demain. Et lui, il est interne. Alors, quand j'arrive chez moi, à 17h, chaque soir, il y avait M. Robert Bono qui promenait son chien au quartier. On était content pour dire, bonsoir monsieur. Il vous répondait et vous étiez fier qu'un blanc vous a répondu. Vous étiez fier. Alors, quand je le vois, je lui montre ce journal. Je dis, cette école-là, l'école générale Leclerc de Brazzaville, moi je voudrais bien y aller. Il ne sait pas que je suis UP6 d'esprit et tout. Il me voit au quartier, le chef de subdivision, il habitait en face de la prison de Noubel. Ça s'appelait à l'époque subdivision de Nebel. Là où réside le sous-préfet de Douala Oui, deuxième et aujourd'hui. c'était là. Il habitait en haut, chaque soir il promenait son chien. Alors quand je lui montre ça, il me dit, bon, venez me voir demain matin. Le lendemain, je vais le voir. Il appelle au téléphone le commandant à l'art de Grand Maison qui commandait la place militaire de Douala. Il lui dit, j'ai un enfant qui veut aller à l'école militaire, il lui donne mon âge et tout. On note, on me dit, avant de faire le dossier, j'ai passé le concours avant de compléter le dossier. Parce qu'il y avait déjà arrêt des dossiers, mais comme les dossiers n'allaient à Brazzaville qu'après. Quand vous étiez parrainé par le chef de subdivision, il faut bien le dire. Absolument. Et vous arrivez donc Absolument. vous arrivez à cette école, vos idées vous rattrapent. Dans les tirons, on trouve des documents UP6. Vous êtes renvoyé, vous revenez au Cameroun, et puis vous vous engagez vers la côte ouest, le Quand Ghana. je suis revenu au Cameroun, on m'a ramené au Cameroun, on m'a enfermé quelques jours. Puisque à l'époque, Sadou Daoudou venait d'être nommé ministre des Forces armées, 4 mois. Mais il ne pouvait rien décider.
le Français qui décidait tout, c'était le capitaine Laroche, qui était, on l'appelait chef de service centraux. Donc c'est lui qui décide de mon Et puis renvoi. on vous a libéré, vous êtes allé en Afrique de l'Ouest pour quelque temps. Et puis vous vous êtes retrouvé en France. C'est très facile de dire. Je suis allé à l'aventure. Je suis allé à l'aventure parce que je savais qu'il y avait des gens à Accra. Un aventurier cherche quelque chose. Oui, je suis allé essayer de retrouver les UP6 qui étaient à Accra pour essayer d'avoir des bourses. On disait qu'on donnait les bourses. L'Union soviétique, la Chine, Cuba donnaient des bourses. Mais ça, c'est un épisode qui intéresse particulièrement tous les UPCistes. C'est-à-dire Accra. Accra, c'est le creuset. Absolument. Kroma reçoit tous les... Ça s'appelait voilà. African Affairs Center, Voilà. Centre des affaires africaines. Tous les opposants de tous les pays. Ça coïncide à ce moment où les Wungli sont expulsés, les Wungli Massaga, les Michel Ndor sont expulsés. de Non, France. non, non. C'est pas à ce moment. J'arrive en 1962. 62. J'arrive à Accra en février 62. Oui. Parce que je pars d'ici fin janvier à peu près. Et on va par la route, on est des clandos, des clandestins, on n'a aucun papier, on est des aventuriers. On prend le train Douala-Mbanga. Le lendemain, on prend la voiture Mbanga-Kumba. Manfé, on continue. On passe par Oron. Oron, c'est un bras de mer qui se trouve dans le Nigeria, le Cameroun, où beaucoup de Camerounais sont morts. Parce que ce qui nous faisait traverser, c'était sur des pirogues. La nuit, ils ne vous connaissaient pas. Vous ne le connaissiez pas non plus. Et ceux qui mouraient, personne ne les connaissait. Au final, sans vouloir un peu faire la tribune de l'histoire ici, ça nous prendrait Beaucoup de temps. beaucoup de temps. Alors au final, Anani, journaliste, politique, homme politique, ou finalement le journaliste, celui-là qui est allé à l'école de journalisme et à l'école des attachés presse, devient, ça se rapproche plus des politiques et rentre dans des deals politiques, des négociations Avec des cercles très rapprochés de très pouvoir. rapprochés de pouvoir. Au final, En France d'abord. ça n'a- hormis l'étape de Jeune Afrique, Oui. au tout début, où vous faites réellement un travail journalistique, mais on se rend compte qu'au J'ai final, continué à faire. Je suis Jacques à Jeune Marcel, Afrique une question de précise. 66 à 84. Anani, J'ai une question démissionné. peut-être précise de... Oui. Allez-y. alors, que vous ont rapporté les deals politiques? Les Les deals politiques passés avec, par exemple, le président Bongo, la médiation pour amener les opposants gabonais, Mba Solo et tous les autres au Gabon. Mais vous savez, je crois, le jour où... Est-ce que cela relevait d'un travail journalistique? Et qu'est-ce que ça vous a rapporté? Si vous êtes journaliste, vous savez, je suis sûr, sauf si vous avez oublié vos études, on a dit le journalisme mène à tout. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié ça. C'est une règle générale. C'est une règle. C'est une générale. règle. Mais lorsque on passe dans la médiation, on est conseiller en communication, on rentre dans la communication institutionnelle. Ça n'a plus J'ai rien à jamais voir été le journalisme conseiller en de- communication. J'ai jamais été conseiller en président de la communication. République. d'un président de la République. Est-ce que quelquefois, Anani Rabi, on ne vous a pas taxé d'indiques venus d'Europe au service Mais c'est normal. des pouvoirs? D'agents doubles, Mais c'est normal. de ripoux de la presse Mais africaine. vous savez, on m'a dit tout, on a dit tout de moi. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et où? Mais j'ai des gens qui ont écrit ici, qui ne m'ont jamais, qui ont cherché mon passage à Jeune Afrique et qui ne l'ont jamais vu. Un de vos confrères a dit ça, que tout ce que je faisais en France, c'était d'aller traquer les opposants. Vous savez, dans les livres d'histoire au Gabon, quand on parle de moi, un Camerounais, Nani Rabié Binji, qui a favorisé le retour des opposants. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Pas grand-chose. Le président Bongo vous payait pour ce travail? Pas du tout. Mais c'est quand même étonnant. Vous Il êtes... pouvait me donner de l'argent, mais je n'avais pas une paye. Vous m'avez demandé de vous payer à Jeune Il n'y avait Afrique, pas de tarification. à Canal 2. On me paye. Vous connaissez mon salaire. Je suis- Dans une émission, chez d'autres confrères, entretien avec, vous Oui. avez clairement dit que vous avez reçu beaucoup, si vous avez reçu beaucoup d'argent d'un président, c'est le président Bongo. Oui, j'ai dit, si j'ai reçu beaucoup d'argent d'un président, c'est lui. Et vous avez dit que chaque fois que le président Ahidjo recevait quelqu'un, on rentrait avec parfois maximum 5 millions. Si on fait un rapprochement, 5 millions le président Ahidjo, et vous vous dites que vous avez reçu beaucoup d'argent du Mais président 5 millions, c'est beaucoup Bongo, d'argent. du président Bongo, Non, ça veut dire du que plus de président 5 Ahidjo, millions. moi, je suis allé, le président Ahidjo m'a reçu 3 fois. Ça fait 15 millions. Non, la règle ne veut pas dire 5 millions. Attention, parce que vous allez me dire, il nous donnait de l'argent quand on venait. Tous les chefs d'État vous donnent de l'argent quand vous sortez. Quel est celui qui vous a donné la plus grosse enveloppe
Anani Rabier? Non, c'est Bongo qui m'a donné le plus d'argent. Il m'a donné l'argent pour acheter un pavillon à Paris qui aujourd'hui vaut à peu près 400 millions. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec la famille Bongo? Des très bons rapports. Si vous venez chez moi, vous allez voir qu'il y a une photo où pour la campagne électorale de 2009, j'étais pratiquement le conseiller d'Ali Bongo. Mais comment D'aucuns, vous faites hein, si vous permettez, Henri Diabaté, d'aucuns disent que vous avez transposé la façon de mener les opérations électorales du Cameroun vers le Gabon, avec, entre guillemets, des fraudes, et puis c'est vous qui avez Conseiller proposé spécial au en- président Bongo d'interdire la diffusion ou alors la publication des tendances dans les médias au Gabon. C'est votre idée? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Fraude, c'est un nom commun, comme le cube Magui, où on met dans toutes les élections. Aujourd'hui, vous me donnez l'occasion de vous parler des élections. J'habite un quartier qui s'appelle Bonabéry. Je vais être très court. Grand Baobab, précisément. Grand Baobab. Moi, ce qui me caractérise et qui me différencie peut-être avec vous, c'est que je ne prends pas les raccourcis. Je fais tout pour chercher à comprendre. Je suis allé en 2004 à la sous-préfecture de Bonabéry. J'ai trouvé 12 000 cartes. Et c'est raccourci de vous avoir en face et de vous poser ces questions. Non, c'est bon. Non, j'ai dit, moi, 12 000 cartes. j'ai trouvé une boîte de 12 000 cartes. Vous avez compté? Il y avait 12 000 à peu près, parce que c'est le chiffre qu'on nous a donné. Et là-dedans, c'était 12 000 cartes qui n'avaient pas de propriétaire. Et après, vous trouvez 12 000 propriétaires qui n'ont pas de carte. Je vais vous expliquer rapidement. Voici comment ça se passe. La fraude au Cameroun, c'est nous tous qui l'organisons. Ce n'est pas seulement le parti d'en face. Nous tous. Monsieur, suivez-moi. Dans tous les pays du monde, les listes électorales sont closes du 1er janvier au 30 avril. Et la loi ici dit ça. Sauf que maintenant, nous nous comportons comme une république bananière pour faire plaisir à ceux qui se disent opposants. Il n'y a aucun pays dans le monde où la liste électorale est ouverte toute l'année. Au Cameroun, c'était jusqu'en avril. Alors, aucun Camerounais ne va s'inscrire sur les listes électorales. Mais quand, au mois d'août, Biya annonce qu'il y a les élections, les opposants disent oui, il faut rouvrir les listes électorales. Ça, c'est déjà contraire à la logique. Violation de la loi. Violation de la loi. Ils disent qu'il faut ouvrir. Si on Qu'est-ce n'ouvre que pas- vous voulez démontrer? Non, attendez. En Ils deux disent, secondes. si on n'ouvre pas, ça veut dire que vous ne voulez pas que les opposants s'inscrivent. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se fait? Les chefs de partis politiques prennent les listes, ils vont inscrire les gens. Les chefs de quartier, les chefs de village prennent les listes, ils inscrivent les Les gens. élites en font autant. Les élites en font autant, si bien que vous avez, comme les cartes électorales ne sortent pas le même jour, vous avez quelqu'un qui s'inscrit 4-5 fois. Et quand les cartes électorales sortent avant les élections, il a 4 cartes électorales, on vous dit c'est la fraude. Conclusion, c'est ce que vous avez amené au Conclusion Gabon? pour vous dire, non, c'est pour dire que l'histoire de fraude dont on parle, c'est nous-mêmes qui la faisons. Et c'est nous-mêmes qui la ferons tout. Tout le monde. Allez, la suite de cette émission, avec votre émission, Henri Diabaté, c'est une autre étape, la troisième, parce que nous Et avançons. vous n'avez pas laissé que j'aille. Il y a une minute, s'il vous plaît. Oui. Et après, maintenant, j'habite un quartier, la ruelle est ici. Ici, c'est Bonambapé, ici, c'est Bonamkano. Alors, quand on dit qu'il faut rouvrir les listes électorales, l'élite du quartier, c'est eux qui proposent au sous-préfet les enfants parce qu'il y a 50 000 francs de paye pendant le mois de travail. Que l'élite soit du SDF, il va proposer tous ses neveux et tout puisqu'il y a l'argent. Et quand ils arrivent, ils écrivent mal les noms parce que le Camerounais ne s'applique jamais. Nana, il va écrire Nounou. Et quand vous allez venir, quand la carte va sortir, vous allez voir Nounou, vous allez dire c'est pas mon nom. Résultat, moi j'ai vu 12 000 cartes sans propriétaire et 12 000 personnes sans carte. Avoir les cartes le jour du vote. Non, sans carte. Quel c'est-à-dire- rapport avec les élections au Gabon? Non. Au Gabon, non. Je vous ai parlé de que j'ai transporté la fraude Mali. là-bas. C'est pour ça que je vous dis. Je me suis interrogé. Allez, Au Cameroun, la vraie fraude, c'est nous-mêmes qui la C'est faisons une affaire par de le tous. désordre. Deuxièmement, au Gabon, je ne me suis jamais occupé des élections. allez, conseiller seulement du président, quelquefois, pour des questions particulières. Oui. Allez. La suite, c'est le duel. Dans quelques instants, Anani, vous ferez ici la démocratie, pas de fraude. Avec ces 2 tickets, vous affronterez l'un des 2 protagonistes après la petite pause.
2 tickets. J'ai en face de moi 2 personnes correctes, civilisées. Et je ne sais donc pas qui que ce soit, c'est bon. Voici- Parce que le débat que nous sommes en train de faire est un débat franc, correct et civilisé. Aucun des deux ne m'effraie. La règle du jeu, c'est Malheureusement, le je dois choix quand même choisir. devant vous. Bon. Henri Diabaté, Allez. Afrique Média. Henri, vous avez Anani Rabier en face de vous pour 5 minutes hein, pour des questions épiques, évoquées ou pas, comme vous voulez. À vous, Oui, notre invité. je vais recommencer, je vais revenir sur ça. Est-ce que vous avez eu, lors de votre fleur, dans votre fleur UPCiste, vous avez eu l'impression que les UPCistes vous ont adopté? Oui, ils m'ont adopté. Mais pourtant, à Accra, on dit que selon la version officielle, vous disiez qu'il y avait le tribalisme, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient constaté que vous étiez un agent double. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont adopté terriblement. Mais je vais vous dire, c'est ça le drame des Camerounais. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce qui m'a choqué à Accra, c'est que l'UPC, c'était parce que je pensais, étant gosse, vendant les journaux et tout, j'arrive à Accra, Jean-Marie Manga s'occupe des petits bêtis, King Abel s'occupe de Bamileke, Nden Toumaza s'occupe des anglophones, Alois Njok s'occupe des Bassa. Et c'est là où j'ai dit non. À cette allure, on ne pourra pas renverser Aïdjo. Vous décidez de partir. Je décide Vous de vous partir. retrouvez dans l'autre camp alors. Je ne suis pas dans un camp. Je dis ceci. C'est comme quand je discute avec quelqu'un, les Camerounais ne connaissent pas la différence entre le mot bien, mauvais, moins bien et moins mauvais. Pour eux, ils ne connaissent que mauvais et bien. C'est comme quand je discute avec quelqu'un, je leur dis que parmi les gens qui se battent pour le pouvoir, Biya est le moins mauvais. Est-ce que vous êtes un Je homme n'ai de pas dit que conviction? Biya Vous êtes est un bon. homme de conviction ou bien vous êtes Un homme de mercenaire? conviction. Mais comment se fait-il, sur le plan professionnel, vous travaillez à Jeune Afrique et Afrique Asie, c'est la thèse et l'antithèse. C'est deux conceptions du journalisme, deux conceptions fortes. Ces deux hommes forts, autant Jeune Afrique est assez classique sur ses positions, autant Afrique Asie démolissait. Simon Malé, lui, c'était un révolutionnaire dans l'âme. Vous savez pourquoi je suis parti? Quand il y a le problème entre Aïdjo et Paul Biya. Mon ami Siraj Diallo, qui est Peul, donc frère d'Aïdjo, prend fait et cause pour lui. Il écrit notamment dans un article un jour que Biya fait le parricide. Je dis non, Biya n'a pas fait de parricide. Le Cameroun n'était pas la propriété d'Aïdjo. Biya est camerounais. Alors, comme il était déjà plus en avance que moi dans la maison, tout ce que j'ai dit à Ben Ahmed, ça n'a pas été pris en compte. C'est pour ça que j'ai démissionné. Vous êtes allé à Afrique Asie. Je suis allé à Afrique Asie. Chez l'ennemi. Non, pas chez l'ennemi. Je suis allé à Afrique Asie parce que je voulais une tribune. Je vais vous montrer ici un journal du 21 avril de 1984 où je disais les 3 erreurs d'Aïdjo. Ce journal, le président Aïdjo l'a lu, celui à Dakar, et Diouf, un jour m'a reçu, il m'a appelé, il m'a convoqué, il a trouvé le président Aïdjo qui lisait, qui disait « Voici ce qu'un Camerounais dit de moi, de très mauvais ». Ça s'appelle les 3 erreurs d'Aïdjo en Afrique du 21 avril 1984. Alors, le président Diouf me convoque, il me dit « Qu'est-ce que le président Aïdjo vous a fait de si mal pour être aussi dur avec lui ?» Je dis « Monsieur le Président, une seule chose, le président Aïdjo nous a habitués à croire que le président de la République est le représentant de Dieu au Cameroun et que l'insulter, c'est un crime de lèse-majesté. Il y a 600 personnes. La première rafle qu'il y a eu ici en 1976, on a mis 600 personnes, des ingénieurs, des commerçants, des planteurs, des villageois et tout en prison parce qu'ils ont écrit dans un tract que la situation économique du Cameroun était mauvaise. Oui. Je dis donc à Abdou Diouf que voilà ce que je reproche au président Aïdjo, que lui-même insulte celui qui l'a fait mettre en place. Donc, de cet instant, je considère que le président Aïdjo nous a trompés. Vous travaillez à Afrique Asie au début des années 80 et en 84. Il se trouve que l'Afrique Asie, c'est une tribune pour la RASD. Parce que, absolument. Voilà. Mais est-ce que ce n'était pas une violation du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation? Non. Consacré par le traité de l'OUA. Vous connaissez mal le problème. Ouais. La RASD, oui. le Maroc espagnol. Quand le Maroc espagnol devient indépendant, quand l'Espagne accorde l'indépendance, il faut suivre ce qui s'est passé. Ce n'est pas ça, c'est le Maroc qui a violé.
quand le Maroc, l'Espagne accorde l'indépendance, le Maroc envahit. C'est-à-dire, c'est comme si au Cameroun, nous n'avons pas fait la même chose, même si on a fait un peu ça. On allait seulement envahir le Cameroun occidental dès qu'on dit on va donner l'indépendance. Vous connaissez la marche vers de 600 000 personnes que le roi Hassan II a envoyé pour aller envahir le territoire de la RST. Donc ce n'était pas, c'est le Maroc qui avait violé l'intangibilité des frontières parce que le Maroc espagnol devenait indépendant en tant qu'ancien. Oui, vous m'avez compris là. Toujours, je vais parler de votre ancien employeur. Je vais revenir sur votre ancien employeur Jeune Afrique. Et il y a une certaine actualité au Cameroun qui a été très forte, l'affaire Guérandi. Jeune Afrique racontait avec multiples détails comment l'opposant camerounais Guérandi a été arrêté par les services secrets camerounais et exécuté quelque part. Il aurait disparu. On n'a jamais trouvé. Est-ce qu'on a dit par les services secrets camerounais? On a dit un monsieur qui se vante. Voilà. Qui se vante. Et d'abord, ce monsieur... Vous avez l'impression que c'est une histoire vraie? Moi, je ne crois pas. Parce qu'un monsieur qui va attraper quelqu'un pour un État pour 300 000 euros, vraiment, il a loué l'avion d'abord à combien? Il dit qu'on lui a promis 300 000 euros, il restait 150 000. Mais est-ce que vous n'êtes pas chagriné quand même par cette information répandue par Jeune Afrique? L'information, je suis chagriné et je ne le suis pas. Parce que Jeune Afrique tient l'information de quelqu'un qui est venu la leur donner. Est-ce que vous me suivez? On s'entend là. Jeune Afrique tient l'information de quelqu'un qui est venu la leur donner. Mais ils n'ont pas recoupé l'information, manifestement. Vous savez, vous êtes journaliste, Henri Diabaté. Oui. De grâce, même si je suis très embêté de voir le comportement de certains journalistes, à tel point que je suis pour les peines privatives de liberté. Je refuse qu'on dise de ne pas d'accorder sanctions pécuniaires. Vous m'insultez devant cette télévision. Les 20 millions de Camerounais ont suivi. Que je fasse un droit de réponse. Qui va suivre? Comme vous finissez à me payer 1 million, 2 millions, d'abord vous ne les aurez pas et vous ne payerez pas. Mais vous n'êtes pas chagriné lorsque, dans un éditorial, François Soudan tape un peu sur la presse en Afrique. Pourtant, Jeune Afrique n'est pas exempt de tout reproche. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, François Soudan est arrivé à Jeune Afrique. Moi, j'y étais déjà depuis 1966. Il est arrivé comme pigiste, mais ses aviers de mutation peuvent vous le confirmer. Et quand on voulait le mettre à la porte, il était stagiaire pigiste. Nous avons fait bloc. Il a donc été élu délégué du personnel de la CGT avec moi. J'ai quelqu'un qui peut confirmer ça, César Messé. Il était là à l'époque. Mais aujourd'hui, lorsque Jeune Afrique devient quand même le relais de certaines idées... Mais je suis d'accord. Que... Mais je suis d'accord, c'est les hommes. Quand on est arrivé à Jeune Afrique, en 1966, on était encore... le combat pour les indépendances. Mais aujourd'hui, tous les pays sont pratiquement devenus indépendants. Jeune Afrique, non seulement doit, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Allez, merci Henri Diabaté. J'aurais aimé avoir beaucoup de temps pour... Il faut dire que partir de cette grande balade internationale, vous atterrissez au Cameroun et à Canal 2. Aujourd'hui, Anani Rabié Binzi, quel est votre statut dans cette entreprise? Je suis journaliste émérite. Dans cette entreprise, je suis le seul que Canal 2, mes patrons sont là, ils reconnaissent. Les Collins étaient là, le Collins, il est là. Je suis le tout premier qu'on a recruté à Canal 2 comme directeur de l'information et des programmes. Le poste est resté? Et c'est moi qui ai fait la plupart des programmes à la radio. C'était recruté pour la radio et la télé. 2004. Alors, vous considérez donc comme un faiseur de roi à Canal 2? Pas du tout. Les voix d'à côté pensent que rien ne passe, rien ne se décide sans Anani. Canal 2, c'est une entreprise camerounaise. L'entreprise camerounaise ne fonctionne pas sur les règles normales. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis peut-être moins que Javis Nana à Canal 2. Certaines langues, vous... même à l'intérieur de la maison, vous qualifient d'arrogant, d'égocentrique, de quelqu'un qui croit tout savoir. Avez-vous la science infuse?
Pas du tout, personne n'a la science Mais infuse. est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Pas du tout. Je me reconnais dans cette description pour ceux qui ne connaissent rien. Qui dit ça? Celui qui connaît quelque chose ne peut pas dire ça de quelqu'un. Ça gêne les gens. Quand je viens à la rédaction de Canal 2 Javis Nana et que je dis aux gens, on ne dit pas Lubumbashi, mais on dit Lubumbashi. Et comme le Camerounais ne veut pas reconnaître qu'il a tort, je suis pris en grippe. Y a-t-il un pan hein, dans le journalisme où vous avez encore besoin d'apprendre? Y a-t-il un pan du journalisme? On apprend tous les jours. La seule chose dont je suis sûr au moins, c'est que je ne connais rien. Allez, vous allez répondre, Anani, avec votre permission, très rapidement. La seule chose dont je suis sûr, à ces questions, c'est que je ne connais rien. À ces questions, que je dois toujours apprendre. À ces questions de téléspectateurs, le temps que notre dernière rubrique s'installe, à notre numéro court 81-98, Anani Rabié Binzi fait-il partie de la franc-maçonnerie, comme certains de ses amis? C'est une question de Valentin. Très court. J'ai jamais été franc-maçon. J'ai tous mes amis de Douala qui sont francs-maçons. Ils sont là, ils me suivent. Ils savent que j'ai refusé. J'ai dit ceci. Quand je sors de l'école en 66, j'ai tout de suite un travail à Jeune Afrique. Donc, je n'ai pas eu besoin... Vos amis sont à Douala, francs-maçons? Beaucoup. On peut... Je ne peux pas citer les noms, mais je dis que j'ai la plupart de mes amis qui sont des maçons. Vous appartenez à quel... Pas du tout. Et, aucune moi, je vous étais en train de vous dire, j'ai eu du travail tout de suite. En sortant de l'école, j'ai été embauché à Jeune Afrique. Donc les autres sont francs-maçons parce qu'ils vont chercher du travail. Beaucoup sont comme ça. Ils vont chercher du travail. Beaucoup le sont. Sauf ceux qui sont nés dedans, de parents que je connais. Beaucoup sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Tous vos amis chefs d'État, là, ils étaient dans la franc-maçonnerie. Pourquoi vous n'avez pas adhéré à la franc-maçonnerie? Anani a résisté à toutes ces tentations. Je vous parle. Je souhaite. Canal 2 est suivi au Gabon, partout. Ils vont entendre. Une minute. Un jour, le président Bongo, quand il avait divorcé avant de se remarier, il avait la terrasse de son bureau. Comme ça, on mangeait là tous les midis. Il prenait 4, 18 personnes, on mange. Un jour, il y a un monsieur qui voulait être bien. Il lui dit, monsieur le président, là où nous sommes là, il n'y a que monsieur Ping et notre frère Bindi qui n'est pas avec nous. J'ai eu la chance d'avoir le président, sa table était là, on avait les tables disposées. Il m'a fait un clin d'œil de ne rien dire. Après, il a dit oui, c'est Binji avec Anani, Ali et Ping, ils savent ce qu'ils font. On se retrouve dans son bureau, Ping et moi. Une heure après, il nous dit, n'entrez pas dans ces affaires-là. Ils veulent que tous ceux qui ont accès à moi soient dedans pour mieux me contrôler. C'est le président Bongo, c'est un homme qui m'a beaucoup aimé. Après, il me dit, de toutes les façons, tu ne peux pas être maçon. Je dis, pourquoi? Il dit, tu es très indiscipliné. Et moi, comme Bongo me faisait vraiment l'honneur de me traiter comme son fils, il me dit, monsieur le président, je suis plus indiscipliné que vous. Il me dit, mais moi, je suis président de la République. Ils ont besoin de moi. Allez, Anani, est-ce que... Ils ne te pardonneront pas si tu as des égards. Or, tu es indiscipliné. Est-ce que vous avez toujours porté le nom d'Anani Rabié Binzi? C'est une question d'un journaliste, Lendovi. Oui, oui. Vous n'avez jamais changé de nom? S'ils connaissent mon autre nom, qu'ils le disent. Avez-vous eu des rapports avec un certain Rabel Osono? Rabel Osono, vous le connaissiez? C'est une question de mon fond de Yaoundé. Et question... Rabel Osono, vraiment, je ne connais pas. Et puis, est-ce que Aïdjo aimait le Cameroun? Beaucoup. Allez. Beaucoup. Beaucoup. Il aimait beaucoup le Cameroun. Il ne pouvait pas faire autrement. Vous savez, j'ai fait une émission, j'ai retrouvé les origines du président Aïdjo. Je suis allé au village, son village, au Mali. Sauf que Siradou Diallo a tout fait pour vous gâter. En quoi faisant? Avec le président Aïdjo. Pas du tout. Je n'ai jamais été avec Siradou, c'est le président Aïdjo. Vous savez, Siradou est venu en Jeune Afrique en 70, c'est-à-dire 4 ans après moi, comme stagiaire à la documentation. Il y a quelqu'un qui vit encore, qui s'appelle Messier Xavier. Et quand en 70, on fait la première grève, donc on met les signatés à la porte, les Majou Fauzi et tous les grévistes, c'est comme ça qu'à partir de ce moment, Siradou commence à écrire les premières lignes. C'est un banquier, voilà. Au départ. Merci beaucoup, Anani Rabié Binzi. Acte 4, et c'est le dernier point de ce plateau. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Beaucoup de choses avec cet invité. Voici la synthèse.
Allez, il est bien installé. Robert Charlie Top, bonsoir. Bonsoir, Jarvis. Je vous vois décrocher un sourire à notre invité. Bon, Monsieur Bindi, c'est une véritable bibliothèque et discuter avec lui, on trouve toujours à dire et on ne veut pas s'arrêter, on veut toujours continuer. Allez, je vous ai vu, hein, la tête pleine dans les notes et vous nous dites en quelques mots. Oui, à quelques mots, on va dire que tout de gros, quand le patriarche, si je peux l'appeler ainsi, des journalistes arrivés sur le plateau et il a commencé par planter le décor en donnant les missions d'un média, les missions qui sont d'éduquer, d'informer, de divertir et de dire que la recherche effrénée de la notoriété ne permet pas aux journalistes de dire n'importe quoi car l'histoire nous demandera des comptes. Aussi, il rappelle qu'il n'a pas fait de longues études, mais... Je n'en ai pas fait. Vous n'avez pas fait de longues études, mais si vous avez un CV plein aujourd'hui, c'est suite à votre très longue expérience. Par rapport à Boko Haram, vous pensez que le chef de l'État a un langage assez élevé pour les Camerounais et qu'il faudrait qu'ils reviennent à leur niveau. Et vous pensez qu'au Cameroun, il y a comme en permanence un mauvais management de la communication et vous pensez qu'un État démocratique est un État qui dit ce qu'il veut faire, qui explique ce qu'il veut faire et qui dit ce qui ne marche pas dans ce qu'il veut faire. Donc, vous pensez que quand on parle de Boko Haram, on ne peut pas le comparer avec l'histoire du maquis camerounais, car Boko Haram, il est né au Nigeria, certaines personnes ont voulu le transformer en affaire religieuse, donc ils ont voulu avoir une base arrière au Cameroun, ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas comparer cette histoire véritablement avec l'histoire du maquis. Vous pensez que ce problème au Cameroun est un problème, s'il existe, c'est parce qu'il y a un problème de stratégie et d'adhésion des populations. Dans chaque Camerounais, vous avez dit, il existe un tout petit peu de tribalisme. Donc, c'est pourquoi vous insurgez contre la paix de la Léquier. Vous pensez que l'heure est grave et il n'est pas de bon ton de faire ce que vous avez appelé aujourd'hui le cinéma. Autant vous êtes contre celui que vous avez nommé Guibaï, qui passe le temps à citer les morts du 6 avril, autant vous vous portez en faux contre cet appel de la Léquier qui indexe certaines personnes dans l'affaire Boko Haram. S'agissant de la fortune du chef de l'État, vous avez martelé qu'on ne saurait parler de la fortune cachée du chef de l'État parce qu'il y a des fonds qui sont alloués à ces services et qui ne demandent pas justification. Donc, s'il faille indexer certaines personnes dans cette histoire, vous pensez que ce seraient les élus du peuple, ce seraient ceux qui votent les lois. Et pour prendre un exemple, vous avez cité la loi de 1958 qui a été proposée par le gouverneur Amadié et qui a toujours favorisé ces actes de financement des actions des chefs des vacances des chefs de l'État à plus de 6 000 km, c'est-à-dire... Des ministres, souvent. Voilà. Les membres du gouvernement est assimilé. Voilà. Mais toutefois, vous pensez que ces déplacements tout azimut, même pour une histoire de santé, avec toute une armada de personnes, vous dénoncez cela et vous pensez que c'est le seul fait de cacher l'information qui crée tous ces questionnements autour du déplacement du chef de l'État. S'agissant du taux de mort sur les axes lourds, vous pointez du doigt déjà le comportement des Camerounais. Et vous êtes la seule personne, ma foi, qui s'oppose... Le seul fou. La seule personne qui s'oppose à la construction d'une autoroute, parce que les conséquences, vous les savez déjà. Parlant de votre relation avec le feu président Mabongo, déjà il faut dire que vous le rencontrez au cours de votre formation dans l'école militaire où vous êtes viré, tout simplement parce qu'on découvre en vous les documents que vous avez à votre possession, les documents relatifs à votre appartenance à l'UPC. On vous renvoie et cela vous a valu quelques jours d'emprisonnement, mais en bon téméraire, en bon Camerounais, vous reprenez la route par le train et vous vous retrouvez à Accra où vous faites ce qu'on appelle un nouveau départ. Vous êtes journaliste et vous avez dit que le journalisme menant à tout, on vous a collé beaucoup de qualificatifs, on vous a appelé indique, on a pensé que vous étiez agent secret, on vous a parfois vu comme médiateur dans l'histoire du Gabon, pays où vous avez connu beaucoup de succès, parce que vous avez vous-même dit, c'est là où vous faites beaucoup d'argent. Par rapport aux élections au Cameroun, vous pensez que c'est d'abord nous-mêmes qui sommes la fraude, c'est-à-dire les Camerounais eux-mêmes sont leur première fraude, tout part d'abord des instructions sur les listes électorales. Et chaque fois, on fait un petit retour sur Accra et vous pensez que ce qui vous a le plus choqué à votre arrivée à Accra,
C'est cet esprit de tribalisme que vous avez constaté au sein de chaque leader qui voulait tout simplement s'occuper de leur petit groupe au lieu de vous rassembler autour des idéaux qui vous pousseraient à déloger le président Ahidjo où il se trouvait. Ce que vous reprochez aussi au président Ahidjo, c'est qu'il aurait essayé d'imposer, de faire comprendre aux Camerounais qu'il serait comme un dieu à qui on ne pouvait pas porter des reproches. Parlant de l'affaire Guérandi, vous ne croyez pas trop à cette histoire. D'ailleurs, François Soudan, qui tape très fort sur les doigts des journalistes et des médias africains, est arrivé à Jeune Afrique comme pigiste. Il vous a trouvé, vous, un ancien. Et parler aujourd'hui de cette information sur Guérandi montre que ce média qui est Jeune Afrique n'est pas exemple de tout reproche comme certains médias camerounais. On revient sur Canal 2 où vous dites que vous êtes tout simplement journaliste et que c'est une maison qui fonctionne comme toute entreprise camerounaise sur des règles qui ne sont pas normales. Vous avez toujours donné le meilleur de vous et vous présentez comme celui qui veut toujours apprendre, qui a tout à apprendre. Parlant de vous, vous avez écrit un livre qui va bientôt sortir, qui s'intitule le peu que je sais. Ça, c'est le titre de votre prochain ouvrage. Et comme un fou, vous dites, vous avez passé votre temps à chercher la logique, à chercher la justice, sans toutefois jamais la trouver. Vous êtes autoritaire, justicier, et vous aimez bien la vérité. Voici 14 ans que vous avez tourné le dos à votre fils, une situation qui ne vous gêne pas. Je ne lui ai pas tourné le dos, c'est lui qui m'a tourné le dos. D'accord, une situation qui ne vous gêne pas du tout. Une telle longue séparation qui remet en cause les liens de paternité qui vous lient à cet enfant. Vous êtes un polyglotte, d'ailleurs vous nous l'avez montré sur ce plateau. Vous avez refusé de continuer d'apprendre le fulfulde pour des raisons que vous n'avez pas su bien expliquer sur ce plateau, mais on espère que vous nous le direz. Et puis vous appréciez quelque chose chez les Bamileke, c'est le fait qu'ils aient pu garder et le modernisme et la tradition avec eux. C'est pourquoi d'ailleurs vous dites qu'ils font beaucoup d'enfants. Pour terminer, comme vous êtes un homme que la chance a toujours souri, on espère que votre souhait sera exaucé, c'est-à-dire de laisser aux Camerounais toute cette documentation que vous gardez et que vous voulez les passer. Merci Robert Charles Litok. On ne pouvait pas faire mieux. Allez. Je ne suis pas le genre de personne qui parle pour parler. C'est-à-dire, vous avez fait un travail, je dois inventer une faille. Excusez-moi, je vous remercie. Allez, merci Charles pour cette synthèse. On prend rendez-vous naturellement dimanche prochain. On est là. Pour on espère avoir un invité aussi brillant que le patriote. Rassurez-vous, ce sont des fauteuils occupés par des doyens. Alors pour le reste, il ne faut que dire merci à vous, Anani, pour C'est moi qui vous être vous remercie. livré à cet exercice. Vous m'avez donné l'occasion, malheureusement 1h30, c'est trop court. Vous m'avez donné l'occasion de dire surtout le fait que je ne suis pas maçon, je n'ai jamais adhéré à une autre. Je suis un type très indépendant d'esprit. Toujours. J'avais su, tu le permets, toute une dernière question. À quand la retraite? À 72 ans, on y songe quand même déjà. À quand la retraite, M. Anani Rabier? Mon ancien patron, Béchir Ben Ahmed, est né en 1926. Et chaque jour, il écrit un édito à Jeune Afrique. Comparaison n'est pas raison. Comparaison devrait être raison. Vous savez ce qui se passe? Pourquoi nous n'avançons pas? C'est que les Javis, Nana et les autres ne profitent pas de mon expérience pour essayer de prendre. Parce que ce comparaison n'est pas raison, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Javis ne viendra pas me demander est-ce que tu connais le téléphone d'un tel? Moi, j'ai eu la chance. Alors, tant que la relève n'est pas assurée, Anani n'ira pas en retraite. Allez, on a bien compris avec l'exemple de Béchi Ben Yamed. Merci beaucoup, hein, Jacques-Marcel Itiga. C'est moi qui vous dis merci. Vous êtes venu à cette arène retour, Henri Diabaté. Merci beaucoup. Merci. Et on sait très bien que la posture de panafricaniste reste collée et ancrée à votre peau. Anani Rabier, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce plateau qui nous a permis de se promener dans les méandres d'une personnalité multidimensionnelle. C'était au service des téléspectateurs à qui nous disons merci pour leur fidélité, parce que vous le savez tous, votre satisfaction est notre responsabilité. Dimanche prochain, une autre édition de l'Arène, 20h30, mais tout de suite, je cède ma place, et c'est bien curieux, à Anani Rabier Binzi pour la tribune de l'histoire. Très bon dimanche à vous. Vous n'êtes pas sérieux, merci.